On change de sujet. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée ce lundi. C'était un moment évidemment d'émotion et parfois de stress. À Bordeaux, la rectrice est plutôt satisfaite. La rentrée s'est plutôt bien passée pour elle. Je vous propose de l'écouter. Et ensuite, je vous propose le témoignage de Myriam Meyer. Elle a été professeure de français, de grec, de latin dans un collège un peu difficile de la région parisienne. Elle viendra nous raconter. On se retrouve tout de suite. C'est normal qu'il puisse rester quelques ajustements, mais on est en bien meilleure situation que nous étions l'an passé, parce qu'au 30 juillet, nous avions déjà couvert plus de la moitié, deux fois plus, voilà, des postes qui étaient vacants en nombre d'heures. Tous les postes sont complets. Il y a encore des blocs d'heures qui peuvent être pourvus, et ces blocs d'heures, 2 fois plus, étaient pourvus dès le 30 juillet. Donc on est vraiment sur les derniers ajustements. Bonjour Myriam Meyer, vous êtes professeure de lettres classiques, vous avez enseigné 6 années en réseau éducation prioritaire, les REP comme on dit, ça se passait dans le Val-de-Marne en région parisienne. C'est une expérience que vous racontez dans ce livre qui vient de sortir qui s'appelle « Wesh Madame » que je tiens dans mes mains et qu'on voit à l'écran, Rire et larmes d'une prof de banlieue. Parce qu'effectivement, eh bien, au gré de cette lecture, on balance entre les larmes et les fous rires. Il faut dire aussi parfois qu'on passe par la consternation du niveau et la tristesse aussi de du niveau, la pauvreté du langage, parfois la vulgarité aussi du langage. Avant de rentrer un peu plus dans le livre, l'idée de faire un livre est arrivée assez rapidement, puisque dans ce livre, eh bien, on retrouve du verbatim, donc vous avez dû j'imagine, prendre en note certains dialogues qui sont, et on y reviendra, assez savoureux. Oui, alors en fait, très vite, je vais prendre des notes, quasiment tous les jours, parce qu'il me semble vraiment fondamental de garder ça, de retenir ce qu'il se passe. Et ces anecdotes, je vais les partager. Et beaucoup de gens ignorent ce qui se passe vraiment dans les salles de classe. Je crois qu'on a une vision très fantasmée, en négatif comme en positif, de ce qui peut se dérouler à l'intérieur d'un cours. Et donc, je partageais ça et les gens me disaient, mais fais-en un livre. Et au fur et à mesure... C'était sur un blog, en fait, c'est ça? Pas du tout, c'était sur les réseaux sociaux, ou même, à la limite, quand j'en parlais lors d'un dîner, les gens étaient intéressés, touchés, troublés. Et au fur et à mesure, voilà, l'idée a mûri, et en fait, le déclic, ça a été le cancer, où j'ai senti qu'il y avait ce livre qui me tenait très à cœur, ce témoignage qui était fondamental pour moi, et je me suis dit, c'est le moment. Effectivement, on y reviendra. Vous avez été atteinte d'un cancer, ce qui vous a amené en fait à arrêter à un moment Oui, cet enseignement. Alors, vous êtes professeur de français, de grec, de latin face à des collégiens qui sont dans le réseau REP. Oui. Ils ont un niveau très bas. Il faut le dire. Est-ce que ce niveau très bas vous a dans un premier temps découragé? Alors, d'abord, le niveau très bas, j'aimerais revenir là-dessus. Oui, il va de soi que si vous comparez au résultat Louis-le-Grand, ça n'est pas le même niveau. Cela étant dit, les classes étaient très hétérogènes. Je pouvais avoir des élèves très cultivés, qui avaient une bonne maîtrise de la langue française, et d'autres qui effectivement étaient très en difficulté. Parce que certains ont du mal à repérer le verbe, le sujet, Oui. des fondamentaux qui me semblent devoir être acquis à la fin du CM2, il me semble. En théorie, oui. Cela étant dit, vous savez, ça s'observe aussi dans beaucoup de collèges, entre guillemets, classiques. Donc vous arrivez avec votre petit bagage sous le bras, votre Baudelaire, vos ambitions, vos rêves de réussite pour les élèves, et effectivement, il y a ce décalage-là. Il va très vite falloir trouver des moyens de s'adapter, non pas pour baisser ses exigences, mais pour que les élèves puissent apprendre le mieux possible et faire sien cette maîtrise de la langue française, le vocabulaire et un patrimoine aussi intellectuel, littéraire, artistique. Vous faites découvrir à travers les livres. Vous employez une méthode, je ne vais pas dire particulière, mais quelle est la méthode que vous employez avec vos élèves? Je ne sais pas s'il y a une méthode particulière. Il y a des outils qui vont très bien fonctionner avec certaines classes et d'autres pas du tout. Je crois qu'il y a des éléments de la pédagogie qui fonctionnent quand même partout, à savoir la fermeté. Les adolescents, ils ont besoin d'un cadre. S'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de liberté possible. De l'humour.
Vous en pratiquez. Qui est un outil fantastique. On pourra peut-être revenir dessus parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose autour de l'humour qui est très intéressant au niveau pédagogique et de la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est un terme qui a été très galvaudé. Les gens pensent qu'elle est synonyme de laxisme. Ça n'est absolument pas le cas. La bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien d'un élève, c'est vouloir qu'il se dépasse, qu'il réussisse, qu'il atteigne ses objectifs, voire qu'il le reconsidère si ses objectifs étaient trop bas. Mais parfois, la bienveillance, vous devez faire parfois le gendarme aussi dans la classe, la discipline. Oui. Avant, tout simplement, d'enseigner, ça doit être difficile parfois. C'est très intense. Le gendarme. Oui, c'est très intense. Il y a une part de notre métier, vous savez, l'éducation nationale est devenue en 1932. Avant, c'était l'instruction publique. Aujourd'hui, on considère que nous devons transmettre un savoir, mais aussi un savoir-être. Et il est clair qu'on nous demande de porter beaucoup de casquettes, ce qui est un peu lourd. C'est-à-dire vous êtes enseignant, mais vous devez faire de l'éducation aussi, c'est ça? Absolument. Il y a quand même une délégation des responsabilités aujourd'hui que je trouve très importante, trop importante. Et une part considérable du métier aujourd'hui revient effectivement à mettre en place des règles comportementales qui devraient être acquises en réalité. Qui devraient être acquises, qui ne le sont pas, et sur lesquelles il faut revenir en permanence parce qu'un des secrets de la pédagogie, c'est la répétition. Mais ça, je pense que tous les parents qui ont des enfants s'y retrouveront. Alors quand on lit quand je parlais de la méthode, c'est que vous reprenez quasiment systématiquement vos élèves quand ils s'expriment mal. Alors vous y gagnez un surnom. Parce que vos élèves, vous avez de l'humour, mais vos élèves en ont aussi beaucoup. Votre surnom, on vous surnomme Madame Vieux Mot. Alors il y a Madame Vieux Mot, il y a chef, il y a patron. Ça c'était pour saluer votre autorité. Exactement. Zeus aussi, je crois. Alors Zeus, en fait, tout est parti d'une plaisanterie un jour où je leur ai dit, mais écoutez, ne parlez pas ainsi, vous avez quand même Zeus en face de vous. Ça les a fait beaucoup rire, énormément, et depuis, c'était, on va au cours de Zeus. L'autorité, encore une fois, ne peut pas être une autorité, ça ne peut pas être de l'autoritarisme. Il faut que ce soit fondé sur une légitimité, d'une part, et il faut qu'elle soit tournée vers le bien, là encore. Il est clair que si un élève ne comprend pas qu'il est dans un cadre clair, si ça part un peu dans tous les sens, il ne va pas réussir à travailler. C'est notre travail aussi aujourd'hui que de leur donner ces outils-là pour qu'ils puissent se concentrer. Par exemple, la concentration, c'est très difficile aujourd'hui, et ça, c'est aussi un problème général. Pas uniquement en réseau d'éducation prioritaire. Oui, c'est un problème de société. Les écrans, c'est votre plus grand rival, c'est ça? Les écrans, oui. Honnêtement, les écrans... Mais les téléphones sont interdits en classe? Alors, les téléphones sont interdits... Officiellement? Bien sûr, ils sont interdits en classe. Non, là-dessus, moi, je voudrais quand même un peu casser le mythe. Oui, les téléphones sont interdits en classe. C'est pas du tout nouveau. Mais le reste de la journée, le reste des week-ends, des vacances, il y a un rapport à l'écran qui est absolument délirant. Et nous tous, même en tant qu'adultes, est-ce que nous sommes toujours vigilants dans notre façon de nous exprimer, dans notre façon Est-ce qu'on est toujours finalement exemplaires nous-mêmes? Est-ce qu'on est toujours exemplaires? Est-ce que nos enfants nous voient autant, voire plus, avec un livre à la main qu'avec notre téléphone ou notre ordinateur? L'exemplarité, c'est ce que vous pointez, elle a disparu, vous dites, de la société. Et ce que je comprends de vos propos, c'est que l'école, la solution, elle n'est pas que du côté des professeurs. C'est l'ensemble, en fait, de la société, les parents, les professeurs, l'entourage des enfants, partout, tout le temps, qui doit être aussi au niveau, quelque part. On a une responsabilité collective. On ne peut pas demander à l'éducation nationale et aux professeurs, qui font un travail magnifique et très courageux, de résoudre tous les problèmes avec leurs petits bras et leur bonne volonté. On le doit à tous les élèves en général, et je crois encore plus à ces élèves dont on parle très peu et qui me tiennent à cœur, qui sont nombreux. Vraiment, moi j'en ai croisé beaucoup au cours de ces années-là, qui sont méritants, qui sont courtois, qui sont profondément gentils, qui sont appliqués, qui, vous savez, ils apprennent et ils travaillent quelquefois dans des conditions matérielles très difficiles. Je crois que ces élèves-là méritent que nous nous remettions tous en question dans notre rapport à l'enseignement. Effectivement, ils vivent, certains de ces élèves, parce qu'on ne fait pas de généralité, des situations familiales, avec des parents qui traversent des difficultés professionnelles ou de maladies telles que la toxicomanie, par exemple, des enfants dont personne ne s'occupe, qui sont livrés à eux-mêmes. Vous écrivez que c'est une impuissance qui m'écrase souvent. Oui, cette expérience m'a rendue profondément heureuse. J'ai
pleurer à certains moments, de vivre Oui, c'est bouleversant. Hein. Certains instants de grâce. Il m'est arrivé aussi de pleurer en rentrant chez moi avec ce sentiment d'impuissance. Vous savez, on voudrait sauver tout le monde. Et vous avez des élèves qui vous surprennent parce que tout d'un coup, il y a le déclic. Et puis, vous avez des élèves où les limites de votre métier, en fait, vous sautent un peu, à la figure et où c'est compliqué parce que on se dit, bon, j'ai fait tout ce que je pouvais, ce n'est peut-être pas suffisant, mais je suis le professeur de toute une classe. Je ne peux pas, je suis pas Dieu, je ne peux pas tout régler. Effectivement, vous parlez de bouleversement et je pense à cette élève qui, en découvrant Vipère au point et des mots qu'elle ne connaissait pas, eh bien, quelque part, s'ouvre et devient un monde s'ouvre à elle, hein. Racontez-nous. C'est une élève, moi, qui m'est très chère, que j'ai eue dès la 6e et qui était vraiment dans un rapport d'opposition. Ouais, vraiment. Elle n'était pas agressive ni quoi que ce soit, mais soit elle était dans l'opposition, soit elle était dans l'indifférence. Et puis, tout d'un coup, un jour, je la vois se mettre à arriver à l'heure, à avoir son matériel, à connaître ses leçons, à mettre les bons élèves de la classe à l'amende. Et je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle m'écrit un mot très touchant en me disant, vous savez, j'ai vu maman pleurer. Et je me suis dit qu'avec tous les sacrifices qu'elle faisait, je devais être à la hauteur. Et ça a été fulgurant. C'est-à-dire qu'en quelques mois, je l'ai vue devenir une élève modèle dont, comme je le dis dans le livre, je devais modérer ses ardeurs en lui disant « mais dormez, faites du sport, détendez-vous ». Elle était vraiment passée d'un extrême à l'autre, un bon extrême du coup. Et ça, vous voyez, ça fait partie des magnifiques surprises que j'ai eues pendant ces années-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu en témoigner. On a souvent quand même une image de ces établissements qui, je trouve, est un peu manichéenne. J'ai le sentiment, ou j'ai lu en tout cas, que parfois les mots, même quand on a des difficultés à construire ses phrases, même quand on a des difficultés à repérer la fonction de certains mots, même le verbe, le sujet, etc., que des mots de la littérature française, malgré la barrière, et bien finalement la magie est tellement forte qu'elle les touche et qu'elle les éblouit. Je crois que Molière, par exemple, est un des auteurs qui fonctionne, si on peut employer ce verbe, assez bien avec les élèves. Hein. Je dois dire que les cours qui marchaient le mieux, c'était les cours de vocabulaire. Les élèves avaient une espèce de jouissance absolument magnifique à découvrir l'étymologie d'un mot, la notion de synonyme, d'antonyme, de paronyme. C'était quelque chose qui les fascinait, ça devenait des outils entre leurs mains. Et c'est là où mon bagage de latin et de grec m'était aussi extrêmement utile, parce que je pouvais leur montrer qu'il y avait une histoire derrière ces mots, que la langue, elle était vivante, qu'elle n'était pas morte, qu'elle était en constante évolution, et que, c'est ça qui est fantastique, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, et ça vous ouvre des horizons absolument fantastiques. Et est-ce que la découverte de ces mots, finalement, ça aussi les aidait à mettre eux-mêmes des mots sur parfois ce qu'ils ressentent ? On dit que les mots aident à atténuer la violence, puisque justement, au lieu de sortir les poings, on livre un peu ce qu'on ressent. Jacqueline de Romilly qui a eu des phrases magnifiques là-dessus. Moi, j'ai la conviction que lorsque vous avez peu de mots pour exprimer le monde, pour mettre des phrases justes sur vos émotions, pour être capable d'exprimer votre pensée de façon précise, vous êtes enfermé. Vous êtes vraiment enfermé à l'intérieur de vous. Et lorsqu'on vous donne cet outil-là, lorsqu'on vous donne cet accès à la langue avec sa richesse, toutes ses nuances, encore une fois, eh bien, vous avez un boulevard qui s'ouvre devant vous. Je ne sais pas si je leur ai permis de gagner ça. En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais pour ça parce que j'en suis convaincue. Quels sont les auteurs ? Je vais parler de Molière, mais vous me confirmez, Molière fonctionnait bien avec les élèves ? Molière, ça peut très bien marcher. C'est vrai que moi, j'ai des collègues pour qui ça marchait extrêmement bien. Moi, ce qui a beaucoup fonctionné, c'était Victor Hugo, Les Misérables, Cyrano de Bergerac aussi. Alors ça, Cyrano de Bergerac... C'est un texte qui n'est pas très évident, très facile. Non, il n'est pas... Mais je crois que la figure de Cyrano est tellement fantastique, tellement merveilleuse, que ça les touchait. Vipère au point, également, parce que c'est effectivement d'Hervé Bazin. Hervé Bazin est un auteur absolument sublime et très méconnu. On cite souvent Vipère au point, mais il y a plein d'autres ouvrages de lui qui sont splendides. Vipère au point, ça marchait très bien. Les Trois Mousquetaires, c'était vraiment le coup de poker parce que la langue est extrêmement exigeante.
Mais il y avait quelque chose qui se nouait là-dedans, qui fonctionnait très bien aussi pour eux. Est-ce que cette découverte de la littérature, cette passion des mots, les influençait, les aidait à devenir meilleurs dans la syntaxe, dans l'orthographe ça avait un effet bénéfique dans leur apprentissage et leur amélioration? Oui, j'en ai la conviction. Mais vous savez, je crois qu'en éducation, on a oublié la notion de temps long. On vit à une époque où on veut tout de suite, y compris les résultats de notre labeur, de notre application. Il faut réapprendre l'importance à donner du temps. C'est-à-dire que, surtout dans ce domaine-là, encore une fois, c'est sur le temps long que vous allez voir la différence. Peut-être qu'en début d'année, un élève qui faisait 20 fautes dans une dictée va en faire encore 10, mais ça en fera toujours 10 de moins. Et il faut réapprendre ce culte. Il faut réapprendre la patience et finalement la lenteur et la patience. Et finalement de pas non plus trop mettre les gens dans des cases en disant il est nul en orthographe quoi. Ah oui, alors non, on ça, il ne faut pas l'entendre. Ça, il savait que c'était une des choses qui me faisait bondir. Je suis nul en orthographe, c'est une façon de s'enfermer dans une interdiction, si vous voulez, d'accès à l'orthographe. Je leur disais non. J'ai un niveau X ou Y en orthographe. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut progresser. Donc ça, c'était vraiment la phrase. Ils savaient que ça me faisait bondir et que je pouvais leur passer un savon pendant 5 minutes sur le sujet. Et une dévalorisation qui peut être aussi assez catastrophique. Tout le monde, absolument tout le monde, a les moyens d'y arriver. Et on peut par ailleurs être quelqu'un de formidable et avoir une très mauvaise orthographe. Il faut aussi ne pas sacraliser... c'est assez français de sacraliser l'orthographe. Oui, alors moi je suis une fervente, je défends férocement l'orthographe, mais comme dans beaucoup de choses, il faut se méfier de l'esprit de système. Oui. Ouais. À propos de l'humour, vous disiez en début d'interview que l'humour, vous avez été très utile, vous avez de l'humour, vos élèves en ont beaucoup, ils ont beaucoup de réparties aussi, parce que quand vous distribuez des punitions, eh bien, vous dites allez madame, vous pouvez pas me faire un peu une solde, un petit 50% de réduction sur la punition. C'était un outil de part et d'autre qui fonctionnait bien en fait. Oui, alors parce que je précise quand même parce que je voudrais pas donner l'impression que c'était une partie de rigolade permanente. Simplement, on sait aujourd'hui que l'humour d'abord favorise une meilleure mémorisation. Qu'il favorise aussi la cohésion. Et quand vous avez des classes où ça peut être un peu compliqué, où les rapports sont un peu antagoniques, ça peut quand même... ça apaise les tensions. Voilà, apaiser beaucoup de tensions. Et ça permet aussi de captiver leur attention. C'est très difficile aujourd'hui d'avoir une classe qui reste concentrée. Si en plus vous arrivez en leur disant, écoutez, aujourd'hui, vous allez voir, on va vivre un moment formidable, on va parler des temps composés. Un lundi à 8h, vous n'allez pas forcément avoir une vague d'enthousiasme. Si donc vous arrivez avec une accroche un peu fantaisiste, un exemple qui sort des exemples classiques type le chat mange la souris, comme je le dis souvent, vous allez captiver leur attention et vous allez pouvoir les mettre au travail. Et ça, c'est assez précieux quand même. Ça demande beaucoup de ressources aussi physiques. Oui. Le métier de professeur, je pense qu'il a beaucoup de points communs avec le métier d'acteur. On a un public, on est entre guillemets sur scène et vous avez des spectateurs qui sont très exigeants parce que les adolescents... Ils ne vous ratent pas. Non, ils ne nous ratent pas, ils nous connaissent par cœur et ils comprennent très vite qui ils ont en face d'eux et ce qu'ils peuvent en attendre. Oui, et puis ils cherchent toujours à avoir un peu des informations sur votre vie privée. Tout le temps. Ça les passionne. Oui, ça les passionne. Bon, c'est un livre, le temps est quasiment fini. Notre entretien, c'est un livre vraiment formidable. Merci. Vraiment, entre rire et larmes d'une professeure de banlieue, Wesh Madame, je le recommande. Il soulève aussi un peu de l'espoir sur effectivement une partie de la population qui est parfois, comment dire, un peu vouée aux gémonies. Merci Myriam Meyer d'être venue. Donc le livre c'est Wesh Madame et c'est aux éditions Robert Laffont. C'est fini pour aujourd'hui. Point de vue, on se retrouve demain. Je serai encore avec vous. Merci de votre fidélité, et à demain.